Romero, Michel, est avec nous avec ce livre où vous êtes venu plus vivant que jamais, Comment vivre avec l'inaccetta aux éditions Michelon, Massot Édition, où vous parlez de celui qui fut votre mari, Christophe Michel, et vous parlez du chemsex aussi, de ces drogues qui circulent dans les soirées homosexuelles. Et pas que, d'ailleurs. Oui, et pas que, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème aujourd'hui sur ces prises de produits stupéfiants, dits festifs, pour s'éclater sexuellement et tenir le plus loin possible au bout de la nuit. Donc, on va revenir sur ce livre, parce que ça parle des drogues, ça parle de la mort, ça parle du deuil, de la résilience. Mais juste une chose, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui est pris dans une tourmente, dans la tourmente à Paris. C'est le New York Times qui a révélé cette histoire. Il s'agit de l'ancien adjoint au maire à la mairie de Paris. Vous-même être maire adjoint à Paris, Jean-Luc Romero. Christophe Girard, on se souvient de l'histoire Matzneff qui l'a poussé à la démission. Et là maintenant, c'est un article du New York Times. Il est accusé par un certain Anis Maïd, 46 ans, qui l'accuse d'avoir une relation sexuelle abusive pendant 10 ans et qui avait commencé alors qu'il avait 15 ans. Et c'est Girard qui est montré du doigt avec ces histoires-là. Et moi, je suis pas juge. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Je ne suis pas juge. Et puis, vous savez, moi, je me rappelle d'un souvenir. Je fais toujours très attention quand c'est en ce genre d'affaires. Moi, je me rappelle Dominique Baudis quand il avait été nommé défenseur des droits. Il m'avait rencontré, enfin, je l'avais rencontré après sa nomination, et on avait eu une longue discussion sur cette époque-là. Et je me rappelle Dominique Baudis, que je ne connaissais pas en plus très très bien, pleurant en racontant ce qu'il avait vécu, puisque c'était une certitude pour tout le monde que les accusations que certaines femmes donnaient étaient une certitude. Ça a duré des années. Je crois que ça a accéléré sa maladie et au final, il était totalement innocent. Donc je pense qu'il faut toujours faire très très attention. Aujourd'hui, il n'y a pas de procédure judiciaire et je crois que chacun doit être à sa place. Les faits sont prescrits, dit d'ailleurs l'avocat. Et de toute façon, les politiques sont pas là pour commenter la justice. C'est une affaire la privée qui n'a rien à voir avec la mairie de Paris. Il faut aussi pas tout mélanger. Voilà, donc c'est à la justice de se prononcer et certainement pas à moi, je ne suis pas un justicier. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. On a parlé la semaine dernière ici dans les GG du cas d'Alain Koch, 57 ans, qui est atteint d'une maladie orpheline rare, incurable. Il est de son appartement, il est sur un lit médicalisé, il est à Dijon, il souhaite que les soignants l'aident à mourir, sauf que ce n'est pas possible. Donc il va prendre la décision d'ici quelques jours d'arrêter de s'alimenter, même de se soigner, parce qu'il veut en finir avec la vie. Et il interpelle le président de la République. Vous-même êtes interpellé, parce que ça fait longtemps que vous menez ce combat. On se souvient de l'affaire Vincent Lambert, il y en a eu d'autres depuis. Vincent Lambert, que peut-on faire pour Christophe, pour Alain Koch? D'abord, il a un courage incroyable, parce que moi j'ai lu parfois certaines choses sur les réseaux sociaux, on lit un peu n'importe quoi, en disant il est juste handicapé, il veut mourir. Ce monsieur est handicapé depuis très longtemps, il a fait des tours de France sur son fauteuil roulant, il a fait des tours d'Europe, c'est un type qui s'est battu pour la vie, qui a aimé la vie. Aujourd'hui, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus s'alimenter, il ne peut plus aller aux toilettes, il doit être lavé. Imaginez dans la situation dans laquelle il est, et il estime que les mois, les années qui viennent sont pour lui que de la souffrance. Alors, comme la loi Leonetti ne le permet pas, puisque la loi Leonetti, ça aide simplement ceux qui sont au bord de l'agonie, enfin dans l'agonie, et puis on arrête de vous alimenter, de vous hydrater, ce qui fait quand même que vous mourrez d'une certaine façon de faim et de soif. Eh bien, lui, il demande à ce qu'il puisse y avoir un geste compassionnel. Il s'adresse au président de la République. Donc, il va y avoir une réunion, grâce à lui, le 25 août, à laquelle d'ailleurs je participerai, qui aura lieu évidemment par téléphone, parce qu'on peut évidemment pas le faire se déplacer. Je ne sais pas ce qui en aboutira. En tout cas, c'est quand même important que l'Élysée se saisisse enfin de ce problème, parce qu'on peut pas. Enfin, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît et qu'on a évoqué ici nombre d'affaires qui ont eu lieu. On peut pas continuer à mal mourir dans ce pays et avoir des gens qui sont dans ces situations, qui sont à bout, parce qu'on est quand même dans une république laïque. On a quand même le droit à un moment d'éteindre la lumière, de choisir le moment et la manière, surtout quand les souffrances qu'on a devant nous sont exceptionnelles et qu'il n'y a plus aucun espoir, de construire. Ce garçon, Alain Koch, il a fait plein de choses dans sa vie pour mobiliser, pour montrer que... Donc il faut que la loi puisse lui accorder le droit de mourir avec après entretien, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, avec entretien avec des psychologues, des médecins, et si la décision est prise, véritablement en toute connaissance de cause, on le laisse partir, on l'aide à partir. C'est du suicide assisté. Oui, c'est soit du suicide assisté, soit de l'euthanasie, ça peut être l'un ou l'autre. Mais moi, je ne comprends pas en quoi
ça choque les gens. Vous savez, aujourd'hui, dans la loi Leonetti, on vous endort, vous allez jamais vous réveiller. Et on nous dit, ah non, ça c'est possible. Et on vous dit, vous allez dormir avant de mourir. Sauf que personne nous dit si on souffre ou pas. Parce qu'il y a quand même des effets cliniques qu'on voit. Et on voit les gens, à la fin, je vous dis, ils sont dans un état d'amaigrissement parce qu'on a arrêté de vous alimenter, de vous hydrater. Donc déjà, on prend cette décision, là c'est normal. Par contre, quelqu'un qui veut partir, qui ne veut pas avoir cette étape, si vous voulez l'avoir, faut vous respecter, mais qui veut pas être des jours, voire des semaines. Il y a des gens qui mettent 3 semaines à mourir dans le cadre de la loi actuelle. 3 semaines, vous imaginez, ils ont voulu partir. La souffrance aussi pour les gens qui sont en face, qui les voient agoniser. On leur dit souffre pas, et ils le voient sursauter. Ils voient tous ces effets secondaires qu'il y a. Je crois qu'à un moment il faut entendre, parce que c'est vraiment une loi qui n'impose rien à personne, qui donne juste une liberté et qui vous permet de partir. Qu'en dit le président de la République? Est-ce qu'il s'est prononcé là-dessus? Je pense que c'est difficile. Moi, j'ai assisté à un dîner qu'il avait organisé. Alors c'est vrai qu'il y avait essentiellement des professeurs de médecine qui ne veulent surtout pas avancer sur la question et qui d'ailleurs sont assez paradoxales quand vous les voyez en dehors de vos studios. Et j'en ai connu même une fois avec vous un qui était ici, qui en sortant me disait, ah, mais moi je l'ai pratiqué, je le fais, mais c'est la transgression, c'est moi qui décide. Eh ben non, moi je ne veux pas que ce soit le médecin qui décide, parce que moi je suis dans le doute, comme tout le monde. Moi je me bats pour qu'il y ait une loi, mais je ne sais pas si je l'utiliserai. Peut-être que je voudrais mourir le plus tard possible, parce qu'à ce moment-là, j'aurai une belle histoire d'amour et que mes souffrances seront rien à côté du fait que j'ai envie d'aller jusqu'au bout avec la personne que j'aime. Mais on peut pas imposer à des gens qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus de perspective, ou qui sont seuls et qui ont décidé d'en finir, qui ont pu avoir des très belles vies d'ailleurs, et qui se disent mais pourquoi m'imposer, comme Alain Koch qui a fait tellement de choses extraordinaires. Eh ben ce monsieur, il a quand même le droit à un moment, parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il estime que c'est quand même pas normal de vivre de cette manière quand même artificielle, où il a besoin d'avoir plein de gens pour l'aider. Eh bien, il faudrait quand même pouvoir l'entendre. Didier Giraud. Vous avez précisé que quand même nous vivions dans une république laïque, alors il faudrait qu'on avance. Ça sous-entend un peu que finalement la religion c'est un frein à votre combat? Ah bah, vous savez, il y a 2 freins. C'est à la fois les grands mandarins, pas les médecins sur le terrain. D'ailleurs, il y a encore eu un récent sondage qui montre que plus de 60% des médecins y sont favorables. Mais et oui, évidemment, les églises. D'ailleurs, regardez, si vous regardez l'agenda du président de la République, vous verrez combien de fois il reçoit des associations laïques et combien de fois il reçoit des prélats. Alors, ils peuvent être reçus, c'est pas un problème. Vous savez, la laïcité, c'est aussi reconnaître les religions, mais c'est pas elle qui s'impose. Et on voit que sur cette question-là, il y a oui une espèce de trouille, et on l'a vu chez tous les présidents de la République qui se sont succédés, de la réaction de l'Église, alors que pourtant les sondages, c'est la Croix qui nous le dit, un sondage de la Croix nous dit que 70% des catholiques pratiquants sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie. C'est là où je comprends pas. Eh ben moi non plus. Et je me dis il faut qu'on arrête de céder à ça, parce que c'est pas, et je le dis, ceux qui peuvent être, moi je comprends qu'on puisse être contre, pas le vouloir pour soi, pour des convictions éthiques, pas vouloir le pratiquer en tant que médecin. Mais les médecins sont respectés dans les lois, il y a une clause de conscience. Mais comment on peut imposer des convictions religieuses à tout un pays? Bien, moi, ça me paraît aberrant aujourd'hui. Et cette loi, je vous dis, c'est vraiment une loi de liberté. C'est une loi qui apporte des droits en plus. Et d'ailleurs, dans une société, quand on donne des droits en plus, c'est toute la société qui s'élève. Oui, après, chacun l'utilise, ce droit ou pas. Marianne Soubray. Ah oui, moi je voulais revenir sur votre livre. En fait, plus je vieillis et plus je pense qu'on peut juger de la valeur d'un être humain à la faculté qu'il a d'aimer. Et ce qui veut dire que vous êtes quelqu'un de grande valeur, parce qu'il y a énormément d'amour dans votre livre. C'est vraiment très joli. Enfin voilà, moi, contrairement aux 2 hommes qui n'ont pas de cœur, qui sont en face de moi. Les plages. Moi, j'ai une mais je dis ça. Non, moi si j'ai été très nous laisser touchée. Notre commentaire pour nous-mêmes. J'ai été très touchée par le portrait que vous faites. Alors d'une personne que je connaissais peu, que je connaissais publiquement comme étant votre mari, tout bêtement, et qui en réalité était un grand militant. Et c'est très joli la façon dont vous parlez de lui, donc déjà je voulais vous le dire. Mais par contre, il y a effectivement un aspect assez sombre. Au-delà de toute la phase de deuil, c'est aussi très intéressant de voir la façon dont vous gérez le deuil. Mais il y a aussi ce côté sombre de cette mort qui est arrivée alors qu'il était très très jeune, puisqu'il avait 31 ans. Hein, et avec cette prise de drogue. Donc je voulais que vous en parliez pour expliquer un peu... ce qu'on appelle les soirées chemsex. Ouais. Et alors vous citez des drogues, j'avais jamais entendu parler, sauf une GBL, Cartirone, si je me souviens bien. Ce sont des drogues dites festives qui permettent de
s'éclater à tous les sens du terme, sexuellement, pour faire la fête et tenir et aller le plus loin possible, quoi, en fait. Vous savez, quand j'ai arrivé dans cette émission, j'avais encore un texto d'un ami qui m'annonçait la mort d'un de ses amis qui est mort ce week-end dans les mêmes conditions après une soirée chemsex. On est aujourd'hui dans un tabou total. Je pense que c'est peut-être pas l'envergure de l'épidémie de sida qu'il y a pu y avoir, mais le New York Times, justement, a fait un article en disant en ce moment, il se passe quelque chose de très très grave dans le monde et dont les politiques ne veulent absolument pas parler parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors qu'il y a des solutions. Moi, j'étais la solution, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même savoir que dans les soirées festives, et donc c'est énormément de gens prennent ces produits. D'abord, première chose, très facile à avoir. Pas besoin de trouver un dealer pour ça. Vous prenez votre téléphone portable, vous commandez et vous recevez ça. Certains des produits ne sont pas illégaux. Le produit qu'a pris mon mari, le GBL, est légal. Il n'est pas dans les. Il n'est pas. Routes bagnoles, c'est ça. Voilà, c'est pour les routes bagnoles. Et il se transforme dans votre corps en GHB. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la fameuse drogue, la drogue du violeur. Donc ces produits se font facilement. En plus, ils ne coûtent rien. Une dose de GBL pour vous éclater, 60 centimes d'euros. 60 centimes d'euros. Donc vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui quelque chose de très grave dont les parents ne se... Et ça touche pas que les jeunes, hein, mais dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte. D'ailleurs, vous demandez à des patrons de boîtes de nuit, alors en ce moment les pauvres ils travaillent pas beaucoup, mais vous leur demandez ce qu'ils ont remarqué ces 10 dernières années. Ils ont remarqué que les gens prennent de moins en moins d'alcool et viennent avec des bouteilles d'eau. Et ces gens que vous voyez avec des bouteilles d'eau, ils ont des yeux complètement exorbités. On voit bien que c'est pas l'eau qui a fait ça. Ils prennent de l'eau parce qu'il faut surtout pas prendre d'alcool avec ça. Et on voit donc un phénomène énorme dont moi j'ai jamais entendu Véran en parler. Alors quant à Buzyn, n'en parlons pas. Je pense qu'il y a plein de sujets qu'elle a pas l'air de connaître. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui personne ne dit rien s'il n'y avait pas quelques associations pour faire de la prévention, pour expliquer. Parce que au-delà, moi je n'ai pas de jugement moral sur ce que chacun fait, mais il faut expliquer les mésusages. Mais vous le saviez que votre mari prenait Non, bien sûr que non. Non, ça a été un choc. Prenez ces drogues. Ça a été un choc. Ça a été un choc. De la cocaïne aussi, ça vous n'étiez même pas au courant. Non, ça a été un choc terrible. Maintenant, vous savez, on a tous notre part, nos démons. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin de sa vie. Pour moi, ça reste quelque chose aussi qui vous culpabilise, qui est très difficile dans ce deuil que j'ai fait et que je continue d'ailleurs à faire. Non, je ne savais pas. Et je crois que voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je voulais quand même aussi pas réduire sa vie quand même à ça. Comme vous disiez tout à l'heure, ce livre, c'est d'abord un livre d'amour. Parce que c'était un être exceptionnel, c'était un militant exceptionnel pour le droit de mourir dans la dignité contre le sida. Et c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Et je voulais qu'on se rappelle de ses combats, de qui il était. Et puis en même temps, pour expliquer, le hasard a fait qu'il y a eu la Covid qui est passée par là. C'est vrai que c'est voilà, le deuil, la résilience. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il résonne. Moi, je pensais qu'il toucherait une catégorie de personnes. En fait, il touche beaucoup de monde en ce moment parce qu'il parle de cette question du deuil et du deuil brutal qu'on a aussi vécu pendant cette période du Covid. Didier Giraud, Jacques Maillot. Didier. Jacques. Vous parlez à un moment de la force de l'esprit et vous dites que vous êtes unis pour l'éternité avec Christophe. Vous êtes devenu bouddhiste. Non, je suis très sensible. Je ne suis pas encore ce qu'on appelle un bouddhiste, mais je suis très sensible à ça. D'abord parce que moi j'ai été élevé comme beaucoup. Je suis espagnol, évidemment avec une mère très catho. Moi, le bien et le mal, il y a un moment, je me suis dit, la vie ne peut pas se résumer à ça, parce que le bien et le mal, si vous faites du mal, vous n'allez pas au paradis ou etc. Et je trouve que dans la philosophie bouddhiste, il y a quelque chose de formidable, c'est que vous pouvez toujours vous améliorer. Moi, j'ai commis plein d'erreurs, peut-être même plus que Christophe, et j'ai eu peut-être beaucoup plus de chance. Et je trouve qu'avec le bouddhisme, eh bien, vous pouvez toujours vous améliorer. Et ça, c'est une force pour être toujours de plus en plus bienveillant. Et en tout cas, ça m'a aidé. Vous croyez à l'après ? Parce que c'est ça qui intéresse Jacques. Quand tu parles des forces de l'esprit. Oui, mais la force de l'esprit, voilà. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Je crois qu'il y a quelque chose qui dure, oui, je le sens au fond de moi-même, mais je n'ai pas la foi de vous qui dure chez les vivants. Quoi. Je pense. Et je pense qu'il y a évidemment quelque chose de Christophe. Et vous allez retrouver Christophe d'une manière ou d'une autre ? Il y a des choses, bien sûr, mais entre savoir, vous savez, quand vous êtes dans le deuil et que vous aimez quelqu'un... Il y a Nine Delpech qui... Mais elle m'a beaucoup aidé. Même s'il y a des choses, vous savez, Nine Delpech, qui est la femme du chanteur, la veuve, bien sûr, et qui est une grande médium, m'a beaucoup aidé et m'a peut-être évité ce que je me suicide à un moment donné. Elle m'a appelé à un moment où j'étais... Où vous auriez pu vous foutre en l'air. Où j'aurais pu me foutre en l'air. Et le hasard a fait qu'elle m'a appelé et qu'elle a su dire ce qu'il fallait. Donc moi, je ne sais
sais pas, parce que ce que je dis d'ailleurs, je ne sais pas où est la vérité du faux, mais en tout cas tout ça m'a aidé dans ce deuil, parce que vous savez, c'est très difficile quand vous avez quelqu'un comme ça qui part jeune, brusquement. Moi, tous mes amis étaient aussi effondrés que moi, tout le monde. Et donc, j'avais pas grand monde autour de moi. C'est difficile de vivre un deuil dans ces conditions-là. Et surtout, il y avait beaucoup d'homophobie aussi. Parce que pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ce qui est toujours très étonnant, c'est de se dire pourquoi tant de haine ? Qu'est-ce que ça peut foutre à quelqu'un que vous perdiez votre ami? C'est votre peine, vous n'avez pas envie de la partager, vous n'aimez pas Jean-Luc Romero-Michel et son mari, c'est votre droit. Mais ce qui est toujours très étonnant, c'est le tombereau de haine qui suit les photos que vous pouvez poster. Le jour de sa mort, il y a eu des trucs horribles. Et puis évidemment, je me suis traité de pédophile, parce qu'évidemment, on avait un grand écart d'âge. Mais enfin, je ne l'ai pas connu quand il avait 12 ans. Hein. Ça suffit. J'ai des choses... ils ne respectent même pas la mort, les gens. Vous savez, moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'attaque jamais les personnes parce que je trouve que ça n'apporte rien. Enfin, on est tous des êtres humains, on peut ne pas s'aimer, mais il y a une violence aujourd'hui qui est absolument inouïe et oui, d'ailleurs, ça m'inquiète. Et en même temps, vous savez, il y a eu beaucoup d'agressions homophobes et aussi antisémites ces dernières semaines à Paris et en province d'ailleurs. Et tout le monde dit voilà, l'homophobie, le racisme, etc. Tout ça augmente. Je crois que foncièrement c'est faux. Ça n'augmente pas. Moi, quand je suis arrivé à Paris, être homosexuel en 1985 à Paris, excusez-moi, c'était quand même beaucoup plus difficile que de l'être en 2020. Mais par contre, il y a quelque chose de nouveau et ça, c'est les réseaux sociaux qui ont amené ça. C'est que les gens qui sont racistes, antisémites, homophobes, ils agressent, mais verbalement. Mais eux, ils peuvent écrire. Et puis quand ils écrivent leurs horreurs, ils croient qu'ils sont anonymes, mais il y a plein de gens qui les likent. Il y a plein de gens qui les retweetent, puis ils se disent, alors qu'avant ils sentaient bien que ça pouvait être anormal que d'insulter quelqu'un dans la rue, d'envoyer une lettre anonyme, ils se disent mais on est nombreux à penser ça. Et donc, oui, il y a une partie des gens qui se sont extrémisés et qui aujourd'hui conduisent à des nouvelles violences physiques. Et je vous dis, on a vu un père de famille juif la semaine dernière qui s'est fait insulter d'une manière absolument incroyable. On a vu 2 garçons ces derniers jours qui ont été tabassés parce qu'ils sont homosexuels. C'est une minorité, mais elle s'organise maintenant. C'est ça le danger. Mais ne disons pas, comme on l'entend parfois, que la France, elle est moins inclusive, plus intolérante. Je crois pas, sincèrement. Je crois pas. Et en tout cas, moi, en tant qu'homosexuel, franchement, quand je me rappelle ma jeunesse et quand je vois aujourd'hui, je dis que quand même notre société elle est beaucoup plus inclusive. Didier Giraud. Moi, votre livre, alors je vais vous dire franchement les choses. J'ai pas vu c'était quoi le message de fond, contrairement à Marianne qui a vu l'histoire d'amour. J'ai pas vu c'était quoi le message de fond. Et moi, l'agriculteur qui fait sonner son réveil à 5h du matin et qui peine à arracher un SMIC de sa terre, j'étais gêné par le fait que vous êtes quand même souvent en vacances dans des beaux hôtels, quoi. Et que votre vie est quand même une vie agréable, en fait, de quelqu'un qui fait de la politique, qui a des combats militants, certes, mais qui aura parcouru le monde dans des beaux hôtels. Et je trouve que, voilà, j'ai pas saisi le message, quoi. Alors que, évidemment, j'ai raconté... T'as du mal à plaindre Jean-Luc Romero, c'est ça? Mais ça m'a renvoyé à ma condition de mec qui peine à se payer une semaine de vacances. Mais je peux entendre ça. Évidemment, j'ai raconté dedans parce que j'ai pas voulu que ce soit un livre. Non, mais j'ai bien compris que c'était un journal intime quand même, quoi. Des beaux souvenirs et donc dans des beaux endroits. Vous savez, moi, je n'ai pas pu acheter d'appartement à Paris. D'abord parce que j'étais séropo et qu'on peut pas avoir de prêt. Enfin, maintenant, ça va s'arranger grâce à la région Île-de-France. Comment? Oui, tout à la région, mais j'y ai participé. Hein. Je pense que d'ailleurs, elle dit que c'est moi qui lui ai donné cette idée-là. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Et moi, ça n'a pas été possible dans ma vie. Moi, j'ai dépensé mon argent au fur et à mesure parce que j'ai toujours cru que j'allais mourir. Et c'est vrai que mon plaisir à moi, ça a été de me payer des beaux voyages. Résultat, aujourd'hui, j'ai quand même pu. Voilà, j'ai une maison à Béthune, 100 000 euros, et j'ai un appartement, 36 000 euros en Thaïlande. Voilà mon patrimoine. À 60 ans. Ouais, à Pattaya, à 60 ans.
temps. Voilà. Je pense pas. Et pour le reste, j'ai une vie comme tout le monde. J'ai jamais eu de chauffeur. Voilà. J'ai pas de majordome. Je vis dans un 2 pièces de 40 mètres carrés à Paris que je loue. Voilà. Mais je pense qu'on peut aussi. Voilà, ça a été aussi des choix parce que moi voilà, comme je pensais que tout pouvait se terminer, eh bien, j'ai fait le choix de dépenser l'argent que j'avais. Ça veut dire que la séropositivité, ça met une pression de vivons vite et vivons bien. Vous savez, quand je l'ai appris, moi j'avais 27 ans, et quand on me l'a annoncé, je devais mourir. D'ailleurs, pour moi, je suis chaque jour. Tout le monde est mort autour de vous, non? Parce que moi, j'ai des amis, même un peu plus vieux. J'ai un ami qui est plus vieux que vous et qui a vu tout le monde mourir autour de lui. Et il me dit, mais chaque semaine, malheureusement, ils enterraient des amis et il disait, moi, jamais. Et il me dit, je ne sais pas si c'est ça qui m'a sauvé, mais effectivement, vous êtes un survivant, c'est pareil. Oui, parce que j'ai essayé de rester d'abord, de toujours travailler, d'être toujours militant, même quand ça allait très mal. Alors, il y a eu des moments, j'allais à l'hôpital, je ne pouvais pas, mais je peux vous dire que j'ai toujours continué. Et oui, et mon plaisir, ça a été de dépenser mon argent au fur et à mesure. Et voilà, je viens d'un milieu très populaire. C'est pas un jugement, mais c'est que ça m'a renvoyé à ma propre condition. Quoi. Vous savez, je suis un fils d'ouvrier, ma mère vit du minimum social, du minimum, elle a la retraite minimum. Voilà, je suis d'un milieu extrêmement populaire. Ça a été, voilà. Et je suis désolé que je ne sais plus vous donner le sentiment. Merci. Merci Jean-Luc Romero, plus vivant que jamais, aux éditions Michelon, Massot Édition. Merci d'être passé par les GG.